Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter le danger des smartphones. Alors, vous l'avez certainement remarqué, mais sur ma chaîne, je ne parle pas souvent des smartphones et des téléphones mobiles, et encore moins des smartwatches. En regardant cette vidéo, vous allez certainement comprendre pourquoi. Alors je vous préviens, cette vidéo va être peut-être un petit peu anxiogène, en particulier pour ceux qui ne quittent jamais leur téléphone et qui ont toute leur vie stockée sur leur smartphone. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas parler de la partie addictive du téléphone mobile, car certainement beaucoup d'entre vous sont accros à leur téléphone sans même s'en rendre compte. Et si vous voulez savoir si vous êtes vraiment accro à votre téléphone mobile, eh bien essayez simplement de vous en passer pendant 2 semaines et voyez si vous tenez le coup. Vous risquez d'être surpris. Alors, je vous invite à regarder un documentaire qui est d'ailleurs carrément un petit téléfilm qui s'appelle The Social Dilemma, ou en français je crois que le titre c'est Derrière nos rideaux de fumée. Et je conseille à tous les parents qui ont des adolescents, des collégiens ou des lycéens, de regarder cette vidéo avec eux parce que ce documentaire va leur montrer à quel point le téléphone mobile permet, grâce aux neurosciences, de manipuler votre cerveau en fait par des biais cognitifs et faire en sorte que votre téléphone mobile, et en particulier tout ce qui est des systèmes des réseaux sociaux ou autres, permet de devenir extrêmement addictif et de manipuler votre comportement. Donc, je préfère que vous regardiez ce documentaire plutôt que je vous parle de ce sujet, parce que c'est un documentaire qui est très bien fait et qui expliquera certainement mieux que moi ce problème d'addiction au téléphone mobile. Ensuite, il y a une règle dont il faut absolument se souvenir lorsque l'on veut sécuriser son téléphone mobile, c'est que sécurité ne veut absolument pas dire protection de la vie privée. Bien souvent, on pense que parce qu'on a installé un OS particulier sur son téléphone et qu'on l'a sécurisé, eh bien notre vie privée est protégée. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que vous avez un téléphone sécurisé que votre vie privée est protégée. Ce qui protège votre vie privée, c'est votre attitude. C'est comment vous allez utiliser votre téléphone mobile, ce que vous allez y stocker et les applications que vous allez utiliser. Donc vous pouvez prendre le téléphone le plus sécurisé du monde. Si vous n'avez pas la bonne attitude, eh bien votre vie privée ne sera pas mieux protégée. Donc ne confondez pas sécurité et protection de la vie privée. Ce n'est pas la même chose. Alors, un téléphone, c'est constitué de quoi? On va essayer de schématiser au maximum pour rester simple. Mais vous allez voir qu'il y a 3 parties principales qui constituent votre téléphone mobile. La première partie, c'est la partie application, la partie applicative, dans laquelle vous avez en première couche l'OS de votre téléphone mobile. Donc sur le marché aujourd'hui, ce que l'on rencontre principalement, c'est soit des téléphones mobiles avec Android, soit des téléphones mobiles avec iOS, donc les téléphones Apple. Et par-dessus ça, vous avez une autre couche d'applications qui sont souvent préinstallées par les constructeurs de ces téléphones, suivant les marques. Et bien souvent, toutes ces applications qui sont préinstallées font énormément de télémétrie, c'est-à-dire qu'ils vont en permanence communiquer soit aux constructeurs, soit aux GAFAM, ce que vous faites avec votre téléphone. Donc ce sont des vraies pompes à data. Comprenez qu'à la base, les smartphones ont été conçus pour vous espionner. C'est leur rôle principal. Ils n'ont pas été conçus pour vous rendre la vie plus facile ou pour vous permettre de communiquer avec tous vos copains. Le smartphone a pour objectif de vous espionner dans votre vie quotidienne. C'est son rôle principal. Alors dans cette vidéo, je vais principalement parler des téléphones sous Android parce que je pense tout simplement que les téléphones Apple ne sont sécurisés que lorsqu'ils sont dans une poubelle. Donc si vous avez un iPhone, je suis vraiment désolé pour vous, parce que vous n'êtes absolument pas protégé. Contrairement au marketing que fait Apple, qui dit que leurs iPhones sont hyper sécurisés, etc., etc. Alors c'est vrai que leurs téléphones sont plutôt pas mal sécurisés. Le problème, c'est que le téléphone est quasiment intégralement synchronisé sur l'iCloud, ou l'iCloud si vous préférez en anglais. Donc en fait, ils n'ont pas besoin que votre téléphone soit non sécurisé ou qu'il y ait une backdoor dedans pour aller voir ce qu'il y a dedans, étant donné qu'il est synchronisé avec l'iCloud. Et vous remarquerez d'ailleurs que Apple fait beaucoup de marketing sur la sécurité de son iPhone, mais sont assez discrets sur la sécurité de l'iCloud.
Pour la bonne et simple raison, c'est que l'iCloud, eh bien, c'est open bar pour les autorités. Toutes les autorités de surveillance, que ce soit la NSA ou autre, peuvent aller piocher ce qu'ils veulent donc dans l'iCloud, c'est-à-dire la liste de vos contacts, vos photos, etc., etc. Enfin bref, puisque votre téléphone est synchronisé avec l'iCloud, forcément, ils peuvent aller piocher ce qu'ils veulent dans ce joli cloud d'Apple. Donc le marketing d'Apple concernant la sécurité de l'iCloud est assez discret. D'ailleurs, si vous vous souvenez, il y a eu la fameuse affaire du fappening, où des célébrités, des acteurs de Hollywood et des actrices principalement de Hollywood se sont retrouvés avec des photos très intimes sur Internet, tout simplement parce que, eh bien, elles avaient des iPhones et elles pensaient que l'iPhone était ultra sécurisé. Et manque de bol, comme leur iPhone était synchronisé avec l'iCloud et que l'iCloud a été piraté, eh bien, toutes leurs photos intimes se sont retrouvées sur Internet. Donc c'est pour cela que je ne parlerai pas ici de l'iPhone. Je vous le répète, la meilleure solution pour vous, c'est de vous en débarrasser. Bien, maintenant refermons cette petite parenthèse. Donc la deuxième partie de votre téléphone, c'est la partie communication. C'est-à-dire tout ce qui permet à votre smartphone de communiquer avec l'extérieur. Et vous voyez qu'il y a un paquet de choses. À commencer par, bien sûr, tout ce qui est de la communication 4G, 5G qui vous permet de téléphoner, le Wi-Fi, le Bluetooth, les caméras, parce qu'il y a une caméra arrière, une caméra frontale, le microphone, le GPS, la puce NFC, le lecteur d'empreintes. Vous voyez que ça fait quand même énormément de choses qui sont capables de communiquer vers l'extérieur ou de recevoir des informations de l'extérieur. Autant de portes qui sont ouvertes vers l'extérieur. De plus, si on prend le cas par exemple de la caméra, enfin des caméras, puisque maintenant il y en a plusieurs, et du microphone, eh bien vous ne pouvez pas réellement physiquement couper le microphone. Vous ne pouvez pas non plus réellement couper la caméra. Il n'y a pas de bouton sur votre téléphone qui vous permet physiquement de couper le microphone de la caméra. Donc, vous devez considérer que votre téléphone vous écoute en permanence et vous filme en permanence. C'est-à-dire que quand vous avez votre smartphone sur votre bureau à côté de vous, il vous écoute en permanence. Et si vous en doutez, vous avez juste à dire « OK Google » et vous allez voir si votre téléphone ne vous écoute pas. Alors certaines personnes ont fait l'expérience de parler à côté de leur téléphone sans toucher leur téléphone, simplement de parler de choses de la vie courante ou de quelque chose qu'ils aimaient, comme par exemple « eh bien j'aime bien le foot » ou « j'aime bien faire ceci ou cela ». Et au bout de quelques heures, après avoir parlé à côté de leur téléphone, de tout et de rien, se sont aperçus que lorsqu'ils allaient surfer sur Internet avec leur ordinateur, se retrouvaient avec des publicités qui étaient en rapport avec les choses dont ils parlaient. Comme si leur téléphone les avait écoutés. Eh bien c'est le cas, votre téléphone vous écoute en permanence. Et ce que je dis là, c'est valable aussi pour les Google Home, Alexa et compagnie. Tout ce qui possède un micro, que ce soit votre smartphone ou un autre appareil dit smart, eh bien vous écoute en permanence et vous espionne en permanence. Et après, allez donc savoir où vont les informations qu'il a collectées par le microphone ou par la caméra. Sachez que le simple fait d'utiliser l'interface d'Android pour couper le microphone ou pour couper la caméra n'est pas suffisant. Il faudrait pouvoir réellement le couper de façon physique, avec un bouton extérieur. Donc déjà, c'est un premier risque. Passons à la troisième partie. La troisième partie, c'est la partie opérateur. C'est entre autres la carte SIM. Et la carte SIM, on la verra à la fin de cette vidéo parce que c'est un sujet à elle toute seule. Donc voilà les trois parties qui constituent votre smartphone de façon schématique. Mais remarquez une chose qui est très importante. La carte SIM n'a pas besoin de passer par la partie application pour utiliser la partie communication. La carte SIM a un accès direct à tout ce qui concerne la communication. Donc si la carte SIM fait quelque chose, la partie application n'en a absolument aucune connaissance. Gardez ça en mémoire, on revoit ça à la fin de la vidéo. Donc dans la partie application, on a donc la possibilité, si on veut se débarrasser des GAFAM, en particulier si on veut se débarrasser de Google dans le cas d'Android, et que l'on veut également se débarrasser de toutes les applications installées par le constructeur, eh bien il est possible d'enlever l'OS, le système de votre téléphone mobile, pour le remplacer par un autre OS. Ici, je vous présente une liste non exhaustive
de quelques OS qui existent et qui sont expurgés totalement de Google. On va dire qu'ils sont dégooglisés et qui sont également parfois endurcis, sécurisés, beaucoup plus sécurisés qu'un Android classique. Donc ici, nous avons par exemple Graphene OS, Lineage OS, eFoundation, Calyx OS ou Replicant. Alors, je vais vous donner un petit peu les petites différences qu'il y a entre chacun. Graphene OS ne fonctionne que sur des Google Pixel 6, 5, 4. Donc, si vous n'avez pas de téléphone Google Pixel, eh bien, vous ne pourrez pas installer Graphene OS. Lineage OS, lui, fonctionne sur pas mal d'appareils, sauf des appareils trop anciens, puisqu'il est basé sur Android 12. Vous avez également eFoundation qui lui va s'installer sur des appareils un peu plus anciens. Il est encore soutenu sur certains appareils un peu anciens. Vous avez Calyx OS qui lui aussi ne fonctionne que sur des Google Pixel. Et pour des appareils qui sont vraiment très très vieux, vous avez Replicant. Voilà, mais je mettrai dans la description de la vidéo des liens vers tous ces OS si ça vous intéresse d'installer ça sur votre téléphone. Pour ma part, j'ai choisi Graphene OS. Cependant, il faut savoir que utiliser un Android modifié qui est expurgé de Google demande certains sacrifices. C'est-à-dire qu'il y a des applications qui refuseront certainement de fonctionner sous Graphene OS ou Lineage OS parce qu'il n'y a pas le Google Play Store. Ce sont généralement des applications assez intrusives, comme par exemple des applications bancaires. Bien souvent, vous verrez que des applications de banque refuseront de fonctionner sur des OS qui ont été modifiés. Ensuite, vous avez une catégorie particulière d'OS, c'est les OS qui sont basés sur Linux. Alors vous me direz, Android est aussi basé sur Linux. Mais bon, Android c'est vraiment très spécifique au téléphone mobile. Dans la partie des OS basés sur Linux, vous en avez deux qui sont assez populaires, qui sont Ubuntu Touch et Plasma Mobile. Mais attention, ces OS basés sur Linux, vous aurez des difficultés à faire tourner des applications qui sont conçues pour Android sur des OS basés sur Linux. Alors il est possible d'émuler Android par exemple sous Ubuntu Touch pour pouvoir faire fonctionner une application Android sous Ubuntu Touch, mais vous allez avoir besoin d'un téléphone assez puissant parce que c'est un petit peu comme si vous faisiez tourner deux OS dans un. Donc sur des téléphones qui n'ont pas beaucoup de mémoire, qui n'ont pas un processeur très rapide, ça risque de ne pas être évident. Mais si vous voulez tenter l'aventure et tenter d'aller carrément sur des OS basés sur Linux, eh bien, faites le test. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup d'applications basées sur Android, c'est peut-être faisable. Donc, à vous de tester. À savoir que parfois, on vous propose sur les sites de ces différents OS des téléphones sur lesquels sont déjà installés ces OS. Donc, vous pouvez acheter des téléphones qui ont déjà les OS préinstallés. Donc, vous n'avez pas besoin de faire la manipulation d'installation de l'OS qui parfois est un peu compliquée, pas toujours évidente, même en suivant les petits tutos qui sont sur les sites, parfois c'est pas si facile et si évident que ça à faire. Donc si vous voulez vous éviter ça, vous avez la possibilité parfois d'acheter des téléphones mobiles qui ont déjà les OS installés dessus. Bien, maintenant je vous propose de voir les différentes parties du téléphone qui permettent de communiquer vers l'extérieur. On va commencer par la partie 5G, 4G. Et nous allons voir quels sont les identifiants, quelles sont les identités, quels sont les tatouages, on pourrait dire, que diffusent ces différents systèmes de communication pour vous identifier. Si on prend le cas de la 5G, 4G, 3G, 2G, etc., vous avez deux types d'identifiants qui sont diffusés. Le premier type, c'est l'IMSI, qui s'appelle International Mobile Subscriber Identity. L'IMSI permet donc de vous identifier, vous, en tant que souscripteur d'un contrat avec votre opérateur. Et ça de façon internationale, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez dans un pays et que vous vous connectez à une antenne 5G ou 4G, eh bien l'IMSI est diffusé pour vous identifier, vous, en tant que client d'un opérateur. Et de façon internationale, mondiale. Cet identifiant est unique mondialement. Ensuite, vous avez un deuxième identifiant qui est l'IMEI, International Mobile Equipment Identity. Celui-là va identifier votre téléphone mobile. Donc ça fait deux identifiants, un pour vous identifier vous et un pour identifier votre téléphone mobile. Et chose intéressante que nous reverrons à la fin de cette vidéo, c'est que l'IMEI est conservé par votre carte SIM. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez insérer une carte SIM dans un téléphone mobile, elle va enregistrer l'identifiant de ce téléphone
Et si vous mettez cette carte SIM dans un autre téléphone, elle va conserver l'IMEI de votre ancien téléphone et enregistrer l'IMEI du nouveau téléphone. Donc si vous pensez quelque part effacer vos traces en changeant votre carte SIM de téléphone, vous vous trompez. La carte SIM conserve l'IMEI de tous les téléphones dans laquelle elle a été insérée. Donc la 5G et la 4G permettent de vous identifier grâce à l'IMSI et permet également de vous localiser, puisqu'à chaque fois que vous passez près d'une antenne 4G, 5G, eh bien vous taguez en fait cette antenne et on sait que vous êtes localisé près de cette antenne, et c'est encore plus vrai avec la 5G qui elle est beaucoup plus directive que la 4G. Et on peut savoir où vous vous trouviez à un moment donné près de ces antennes. Et si en plus vous taguez deux antennes qui sont dans un secteur proche, par triangulation, on peut savoir quasiment au mètre près où vous vous trouvez. Donc à savoir que tous les téléphones qui sont en 4G ou inférieurs, 3G, 2G, etc., sont sensibles à l'attaque par IMSI Catcher. Alors l'IMSI Catcher, j'en ai parlé il y a très longtemps dans une vidéo, c'est un appareil qui va permettre en fait de tromper l'antenne 4G, de se faire passer pour vous en dupliquant votre IMSI, en se faisant passer pour vous. Donc ça permet de faire ce qu'on appelle une attaque de l'homme du milieu, c'est-à-dire qu'avec un IMSI Catcher, une personne va se mettre entre votre smartphone et l'antenne, et donc capter tout ce qui se passe entre les deux. Cet IMSI Catcher peut être mobile, ou peut être fixé carrément aux antennes 4G, 5G, pour surveiller un secteur. Alors, la 5G protégerait contre les IMSI Catcher. J'ai mis entre parenthèses supposé parce que elle serait censée être insensible à une attaque par IMSI Catcher. Ça, c'est à vérifier puisque la 5G est quand même encore toute fraîche. Donc, on nous avait dit aussi que la 4G était sécurisée. Manque de bol, c'était pas le cas. Et je pense que tôt ou tard, la 5G aura sa faille aussi. Donc, on va estimer que pour l'instant, la 5G est censée vous protéger contre les IMSI Catcher. Alors, le problème, c'est comment savoir si vous êtes sur une antenne 4G ou 5G, parce que bien souvent, votre téléphone mobile ne vous le dit pas. Eh bien, il existe une application que vous pouvez trouver sur le store F-Droid qui s'appelle Privacy Cell et qui vous permet de savoir si vous êtes en 4G, 5G ou même pire en 3G, 2G. Et vous allez voir que peut-être bien souvent vous pensez que vous êtes en 5G alors que vous ne l'êtes pas du tout. Donc si vous craignez les IMSI Catcher, utilisez Privacy Cell, ça vous donnera une confirmation que vous êtes bien sûr de la 5G. Bien, voyons maintenant la partie Wi-Fi. Donc votre téléphone mobile a, comme pour un ordinateur, la particularité de pouvoir se connecter à un réseau Wi-Fi, c'est-à-dire votre box à la maison ou un Wi-Fi public dans un aéroport, dans un fast-food, etc., etc. Donc le Wi-Fi permet de vous identifier grâce à l'adresse IP, en particulier si vous êtes chez vous, ou mieux encore par l'adresse MAC. L'adresse MAC, c'est une adresse qui est figée dans le matériel et qui ne change jamais. Ce qui n'est pas le cas de l'adresse IP. L'adresse IP va changer. Par exemple, si vous êtes chez vous, vous avez l'adresse IP de votre box chez vous. Et si vous êtes par exemple dans un aéroport et que vous utilisez le Wi-Fi de l'aéroport, eh bien vous allez avoir l'adresse IP de l'aéroport. Donc, c'est différent de l'adresse MAC. C'est pour ça que l'adresse MAC est beaucoup plus intéressante pour pouvoir vous surveiller. C'est que l'adresse MAC, elle, que ce soit chez vous ou dans un aéroport, elle reste la même. Et le Wi-Fi permet également de vous localiser, puisque à chaque fois que vous allez vous connecter à un routeur ou à une box, eh bien vous allez laisser une trace de votre adresse IP ou de votre adresse MAC. Et donc, ça va vous permettre de savoir que vous étiez passé à l'aéroport, au fast-food, etc., etc. Alors, une règle qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il ne faut jamais se connecter à un Wi-Fi public sans utiliser un VPN ou le réseau Tor. Donc, ne vous connectez jamais dans un fast-food, un aéroport, un hôtel, un restaurant, peu importe, qui soit public, sans utiliser un VPN ou un réseau Tor, quelque chose qui permet de masquer votre adresse IP, mais surtout quelque chose qui va permettre de chiffrer vos communications. Parce que sinon, eh bien, quelqu'un peut capter, là encore, la technique de l'homme du milieu, c'est-à-dire quelqu'un va capter vos communications et va voir les mots de passe que vous tapez lorsque vous allez vous identifier sur votre réseau social préféré ou pire, votre banque. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Attention, attention, attention au Wi-Fi public. Si vous n'avez pas de VPN sur votre téléphone mobile, ou si vous ne voulez pas utiliser le réseau Tor, bien à ce moment-là, préférez le partage de connexion 4G, 5G si vous avez par exemple un ordinateur. Donc vous avez un ordinateur, vous mettez le partage de connexion sur votre téléphone mobile 4G, 5G, et vous utilisez votre téléphone mobile en fait comme une box. Aujourd'hui, tous les téléphones mobiles ont cette fonctionnalité.
Et c'est bien pratique pour éviter justement de passer par des Wi-Fi publics. C'est toujours mieux que de passer par un Wi-Fi public. Bien, passons maintenant à la partie biométrie. Donc là, on va monter un petit peu en puissance dans la collecte de données vous concernant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un téléphone mobile possède un micro, plusieurs caméras et également des appareils pour capter votre biométrie, en particulier vos empreintes digitales, mais pas seulement, puisque avec le micro, on peut aussi avoir votre empreinte vocale. Alors vous allez me dire, oui, bon, personne ne collecte notre visage et personne ne va collecter notre empreinte vocale avec notre téléphone. Détrompez-vous, je vais vous citer une application qui est extrêmement connue et réputée en ce moment, puisque tous les jeunes l'utilisent, c'est l'application TikTok. L'application TikTok ne s'en cache absolument pas, et vous pouvez aller voir ça dans leur politique de vie privée. L'application TikTok collecte les visages, donc de la reconnaissance faciale, et connecte l'empreinte vocale de tous leurs utilisateurs. Donc ils ne s'en cachent pas. Donc si vous utilisez TikTok, eh bien votre visage et votre empreinte vocale est certainement aujourd'hui stocké dans une base de données et revendu à d'autres entreprises, des entreprises de sécurité ou d'autres entreprises de surveillance. Donc là je vous ai cité que TikTok, mais il y a beaucoup d'applications qui prennent des photos de votre visage et qui prennent le son de votre voix pour les stocker dans des bases de données. Alors il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a des rues qui sont équipées de micros et qui vous écoutent. Oui, en France aujourd'hui, il y a des rues qui sont sonorisées. Imaginez que les sociétés qui captent votre empreinte vocale revendent cette empreinte vocale à ces sociétés qui écoutent les gens dans la rue. Eh bien il vous suffira d'ouvrir la bouche pour que l'on sache immédiatement que c'est vous qui êtes dans cette rue en train de parler. Parce qu'on aura lié votre identité à votre empreinte vocale. Voilà le risque que l'on court. Et c'est un risque bien réel et qui est déjà en cours. Donc oui, en France aujourd'hui, il y a des rues qui sont sur écoute. Si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet, je vous conseille d'aller voir l'association et le site internet de la Quadrature du Net. Je mettrai le lien de la Quadrature du Net dans le descriptif de cette vidéo. C'est une formidable association que nous avons la chance d'avoir en France et qui en ce moment mène un combat acharné contre la technopolice en France. Si vous voulez les soutenir, n'hésitez pas à leur faire un don. Et donc si vous voulez en apprendre plus sur la technopolice, allez voir la Quadrature du Net, regardez la carte de France qu'ils ont fait où ils montrent les endroits où il y a des caméras et des micros, et vous risquez d'être surpris de voir à quel point la France est déjà sous surveillance. Bien, continuons notre exploration des différents éléments de notre téléphone mobile. Et passons maintenant au GPS, le Global Positioning System. Tout le monde connaît le GPS, c'est assez vieux, et ça permet entre autres de faire fonctionner vos applications tout simplement de GPS, qui vous permettent donc de trouver votre chemin lorsque vous êtes perdu quelque part. Donc le GPS permet de vous localiser au mètre près. Donc c'est d'une très grande précision, c'est peut-être le système le plus précis pour la localisation de votre smartphone. Le GPS permet également de connaître l'heure. Vous allez me dire, quelle importance de connaître l'heure. Et le GPS permet également de connaître la vitesse de déplacement. Alors, si on met ces choses bout à bout, vous allez voir que ça va me permettre de savoir que vous êtes allé à pied entre 14h et 14h30 à la boulangerie. Comment je sais que c'est à pied? Eh bien parce que le GPS me permet de dire que vous n'avez pas dépassé une vitesse supérieure à quelqu'un qui marche à pied. Je peux savoir que c'est à vélo parce que vous êtes à une vitesse qui est à peu près la vitesse d'un vélo. Ou je peux savoir que vous étiez en voiture parce que vous étiez à peu près à la vitesse d'une voiture. Donc vous voyez que rien que de connaître la vitesse de déplacement me permet de savoir déjà si vous êtes à pied, à vélo ou en voiture. Donc le GPS donne beaucoup plus d'informations que simplement localiser. Ça donne beaucoup plus d'informations, surtout si vous combinez ces trois éléments ensemble. Bien maintenant, voyons la puce NFC. Alors la puce NFC se trouve généralement au dos de votre téléphone mobile. Elle permet le transfert de données sans contact. Alors peut-être certains d'entre vous l'ont déjà utilisé pour échanger des données entre téléphones ou transférer des données sur un autre appareil, comme par exemple un appareil de paiement. Donc ça permet entre autres le paiement sans contact, mais ça va permettre également la disparition du cache.
puisque l'objectif aujourd'hui vers lequel on se dirige, c'est la disparition de l'argent liquide, et donc la possibilité de payer avec des appareils électroniques, donc soit une carte bancaire, soit directement le téléphone mobile. Entre autres, vous allez bientôt voir émerger des monnaies numériques créées par les États, qui sont basées d'ailleurs parfois sur la blockchain, comme par exemple l'euro numérique qui va bientôt arriver, qui va être voté en octobre 2023 et qui devrait être actif en 2026, si tout se passe bien. Donc le fait d'avoir ce type de puce NFC n'est pas anodin. C'est là en fait pour remplacer tout le système de cash et vous permettre de payer avec des systèmes sans contact. Et bien sûr, les NFC sont là depuis même quasiment avant les téléphones mobiles, puisqu'on pouvait en trouver dans les antivols, et qu'aujourd'hui on peut les implanter dans des vêtements ou même sous la peau. Donc vous avez aujourd'hui des gens qui payent en passant leurs mains simplement au-dessus d'un appareil de paiement pour pouvoir payer directement avec leurs mains sans aucun autre appareil électronique parce qu'ils se sont fait implanter une puce dans la peau de leurs mains. Il faut savoir que l'objectif final, bien sûr, c'est de faire disparaître l'argent liquide, mais c'est aussi de faire disparaître le téléphone mobile. C'est-à-dire que l'objectif vers lequel on se dirige, c'est que le téléphone mobile soit d'abord intégré à vos vêtements, donc de plus en plus proche de vous. D'ailleurs, la smartwatch est déjà une étape dans cette direction, puisqu'on commence à avoir quelque chose qui est de plus en plus proche de vous et dont vous vous séparez plus. La smartwatch, elle est autour de votre poignet. Vous pouvez même dormir avec si vous voulez. Même si je suis sûr que certains d'entre vous dorment avec leur smartphone sous l'oreiller, ce qui est une très mauvaise chose. Et donc un jour, tout ça va se retrouver non plus sur votre poignet ou dans votre main, mais dans vos vêtements, et puis un jour, carrément, sera implanté, c'est ce que cherchent à faire des gens comme Elon Musk ou autres, ou même chez Google par exemple, implanter directement toutes les technologies smartphone dans votre corps. Directement dans votre corps. Sous forme d'implants, sous forme de choses comme ça. Donc en fait, vous arriverez pour payer, vous passerez dans un portique et sans que vous ayez besoin de sortir quoi que ce soit, vous aurez payé ce que vous avez acheté. Donc la technique NFC n'est que le début de ce genre de choses et vous allez voir que très vite ça va s'accélérer. Alors maintenant nous allons parler de mon préféré, le Bluetooth. Alors le Bluetooth communique dans un rayon de 10 mètres autour de vous. Alors plus ou moins parce que ça dépend bien sûr des obstacles qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire que s'il y a des murs, des poteaux métalliques, n'importe quoi qui pourrait donc bloquer le signal, forcément ça va réduire la distance. Mais maximum, on estime que c'est environ 10 mètres. Parfois ça peut être un peu plus, mais 10 mètres, c'est le rayon habituel. Le Bluetooth va permettre de vous localiser avec des bornes. Il existe dans certaines villes des bornes Bluetooth qui donc, lorsque vous allez passer à côté, eh bien, comme pour une antenne 5G, va vous détecter et va voir que vous êtes passé là. Ça permet aussi de vous identifier parce que le Bluetooth diffuse une adresse MAC en permanence. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une adresse MAC, eh bien, c'est une adresse qui est fixe, comme un tatouage, et donc c'est quelque chose qui permet de vous identifier sans aucun doute. Mais le Bluetooth permet également de savoir avec qui vous êtes. Si vous vous souvenez, l'État vous a fait installer il y a quelques mois de ça une application sur votre téléphone mobile pour, soi-disant, vous protéger et permettant de savoir si les gens qui étaient autour de vous avaient des petits problèmes de santé. Eh bien, c'est très exactement ça qui est intéressant dans le Bluetooth. C'est de savoir avec qui vous êtes. On va voir ça plus en détail tout à l'heure. Ça permet également de savoir à quelle distance vous êtes, parce que grâce au Bluetooth, on peut savoir si une personne est à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres ou 10 mètres. Alors le Bluetooth permet également d'extraire des données de votre téléphone. Il faut savoir que le Bluetooth est souvent une porte d'entrée pour les hackers et permet donc de rentrer dans votre téléphone, si le Bluetooth est hacké bien sûr, et pouvoir extraire des informations de votre téléphone. Et le Bluetooth permet également d'envoyer des données à votre téléphone. On peut transmettre des informations, donc envoyer des fichiers à votre téléphone avec du Bluetooth. Donc c'est quand même assez complet. Et je vous propose maintenant de parler d'un petit scénario. Et je vais vous montrer comment on peut espionner quelqu'un en utilisant le Bluetooth. Et vous allez voir que c'est très facile. Et pour ça, vous allez installer sur votre téléphone mobile ce que l'on appelle un scanner Bluetooth. C'est-à-dire un scanner qui va scanner tous les appareils qui se trouvent autour de vous et faire une liste de toutes les adresses MAC des appareils Bluetooth qui se trouvent autour de vous. Alors ça peut être des smartphones, mais ça peut être aussi d'autres types d'appareils. C'est pas nécessairement que des smartphones.
Ça peut être des casques Bluetooth, ça peut être des oreillettes Bluetooth, etc. Alors je mettrai dans la description de la vidéo un lien pour une application entre autres. Il existe plein d'applications qui scannent les Bluetooth, mais je vous donnerai un lien d'une application en particulier qui permet de faire ça. Donc imaginons que je veuille savoir quelle est l'adresse MAC d'une personne qu'on va appeler Jacques, et je veux savoir quelle est son adresse MAC pour pouvoir lier son adresse MAC à son identité. Savoir que une des adresses MAC que vous voyez ici à l'écran est l'adresse MAC de Jacques. Donc imaginons, je me gare devant un bar et je vois que Jacques est dans ce bar. Donc je prends note de toutes les adresses MAC que je capte à côté de ce bar, et je sais que dans cette liste-là, il y a l'adresse MAC de Jacques, mais je ne sais pas laquelle. Par contre, je sais où Jacques habite. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'après, quelques jours plus tard, je vais me poster devant la maison de chez Jacques, et je vais également prendre la liste de toutes les adresses MAC qui se trouvent dans le secteur où est Jacques. Et bien sûr, par élimination, je vais pouvoir déterminer que l'adresse MAC que vous voyez ici encadrée en rouge est celle de Jacques. Vous voyez, c'est relativement facile. Donc maintenant que j'ai réussi à lier l'identité de Jacques avec cette adresse MAC, eh bien je vais pouvoir savoir où se trouve Jacques dans un bâtiment. Imaginons par exemple que je passe à côté du siège d'un parti politique. Je n'ai même pas besoin de rentrer dedans pour savoir que Jacques est dans le bâtiment. J'ai juste à me garer devant, je prends la liste des adresses MAC, je vois que son adresse MAC apparaît, je sais qu'il est dans le bâtiment. Très facile. Mais mieux encore, j'ai réussi à identifier les adresses MAC de plusieurs personnes. Et en utilisant les distances, on va reprendre le cas par exemple d'un bâtiment d'un siège de parti politique, je vais remarquer que Eric, Jacques, Pierre et Paul sont tous à peu près à 3 mètres de distance par rapport à moi. C'est-à-dire qu'ils sont tous à peu près au même endroit. Je peux donc en déduire qu'Eric, Jacques, Pierre et Paul sont certainement réunis dans le bâtiment qui se trouve en face de moi. Ce qui n'est pas le cas de François et Stéphane qui eux sont à 8 mètres, plus de 8 mètres, et l'autre à 9 mètres. Donc le Bluetooth va non seulement me permettre d'identifier quelqu'un, de savoir à peu près où il se trouve dans un rayon de 10 mètres autour de moi, mais je vais être également capable de savoir que ces personnes se réunissent entre elles. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi les applications que l'État vous demande d'installer sur vos téléphones mobiles utilisent le Bluetooth ? Et il y aura d'autres applications qui vous seront proposées. Et vous verrez que comme par hasard, elles utiliseront le Bluetooth. Alors ce sera toujours pour des raisons de sécurité, bien sûr, ça sera pour vous protéger. Ce sera pour vous avertir, par exemple, je pense que ça c'est une application qui vous sera proposée dans peu de temps, c'est-à-dire une application entre guillemets d'urgence qui permettra de vous avertir d'un problème climatique grave, une tornade arrive, etc., etc. Mais vous verrez que ce sont des appareils, enfin des applications qui, comme par hasard, utiliseront le Bluetooth. Parce que ce qui intéresse ceux qui veulent vous surveiller et savoir ce que vous faites, ce n'est pas tellement de savoir où vous vous trouvez, mais de savoir avec qui vous êtes, avec qui vous vous réunissez et où. Donc vous voyez qu'avec rien que le Bluetooth, je peux obtenir énormément d'informations sur vous, sur vos habitudes, sur avec qui vous vous réunissez et bien d'autres choses encore. Alors parlons maintenant d'un élément dont on ne parle pas souvent quand on parle des smartphones, c'est la carte SIM. Parce que bien souvent on se dit la carte SIM, c'est juste la petite carte là qu'on met pour son abonnement avec son opérateur, et puis voilà. Ça ne sert pas plus à grand chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la carte SIM, c'est beaucoup plus que ça. C'est un ordinateur à elle toute seule. Elle est totalement autonome, la carte SIM. Elle a son propre processeur, elle a sa propre mémoire, elle a son propre système de fichiers, et peut être programmée à distance, comme un ordinateur. Et, le plus important, c'est que l'OS, que ce soit Android, iOS, ou n'importe quel autre OS sécurisé, entre guillemets sécurisé, n'ont aucune connaissance de ce que fait la carte SIM. La carte SIM est autonome, elle fait strictement ce qu'elle veut, et l'OS n'en a aucune connaissance. La carte SIM, c'est un peu comme une boîte noire. Elle contient donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre IMSI, elle contient l'IMEI de tous les téléphones dans lesquels elle a été insérée, et elle a accès à l'heure, à la localisation en utilisant la 4G, la 5G, le Wi-Fi ou le GPS,
Donc elle est capable de collecter ces informations. Elle collecte tous les appels téléphoniques émis ou reçus, tous les textos, SMS, MMS émis ou reçus, mais également l'activité de votre téléphone. Est-ce que le téléphone est en train d'être utilisé? Est-ce qu'il va sur Internet? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre téléphone? La carte SIM le sait. Mais pire encore, la carte SIM peut composer un numéro de téléphone silencieusement et à votre insu pour transmettre des données à un tiers, que ce soit l'opérateur lui-même ou une autorité quelconque. Donc en fait, lorsque vous avez un smartphone, vous n'avez pas un appareil, vous avez deux appareils, la carte SIM et votre smartphone. Ce sont deux appareils qui sont totalement autonomes, chacun faisant son job de son côté. Et la carte SIM peut faire tout ce qu'elle veut sans que vous en ayez la moindre connaissance. Je répète, votre carte SIM peut composer un numéro de téléphone à votre insu sans que l'OS n'en ait connaissance. Vous n'aurez pas, dans l'historique des appels, le numéro qu'aura composé la carte SIM si elle souhaite composer un numéro de téléphone que vous ne connaissez pas. Alors ce que vous avez à l'image ici, si vous ne savez pas ce que c'est un bracelet électronique que l'on met à une personne qui a été condamnée mais qui n'a pas été mise en prison. Donc on la laisse en liberté mais on lui met un bracelet électronique pour savoir si elle quitte ou non un périmètre que l'on a défini et également pour contrôler donc les horaires auxquels elle a le droit de quitter ce périmètre et les horaires dans lesquels elle doit être dans le périmètre. Donc c'est tout ce que ça fait. Ça n'a pas de caméra, ça n'a pas de micro, ça n'a rien de tout ça. Donc en fait, une personne qui est condamnée est moins surveillée que vous avec votre smartphone. Vous êtes beaucoup plus, mais alors vraiment beaucoup plus surveillé avec votre smartphone qu'un condamné. Mais vous n'êtes pas un prisonnier. Vous êtes plutôt comme du bétail. C'est-à-dire que on va, par rapport à un prisonnier qui lui ne produit rien, eh bien vous par contre vous allez produire des quantités phénoménales de données qui vont être revendues et qui vont donc produire de l'argent pour ceux qui vont vendre vos données. N'oubliez jamais que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Par exemple, tout à l'heure je vous ai parlé de l'application TikTok. L'application TikTok est gratuite. Vous ne payez pas pour utiliser l'application TikTok. Mais par contre, votre empreinte vocale, votre visage et toutes les données que l'application TikTok peut collecter sur vous vont être transmises et vendues à d'autres entreprises. Donc il y a une différence entre traiter des prisonniers et traiter du bétail. Je sais, c'est un peu violent ce que je dis, mais c'est la dure réalité. Alors, arrivé à ce point de la vidéo, je pense que votre quantité d'anxiété a dû monter d'un cran. Alors on va essayer de voir un petit peu maintenant comment on peut faire baisser un petit peu cette pression et voir comment on peut limiter les dégâts. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut déjà remplacer l'OS de votre téléphone en utilisant GrapheneOS, InnoageOS, eFoundation, CalyxOS, entre autres. Personnellement, j'ai choisi GrapheneOS. Mais tout dépend de l'adversaire que vous avez en face. Si votre adversaire, ce sont les GAFAM, ou entre autres Google, alors oui, en changeant d'OS, vous allez immédiatement vous débarrasser de toute la télémétrie de Google. Mais si votre adversaire c'est l'État, la carte SIM vous mettra en échec systématiquement. Mais il y a même plus. Parce qu'on ne connaît pas totalement le fonctionnement de toutes les puces qui se trouvent dans tous les téléphones mobiles. Et on soupçonne certains constructeurs chinois en particulier de mettre dans des téléphones mobiles des puces qui ont peut-être des petites fonctionnalités supplémentaires. Ce que l'on appelle souvent des backdoors et qui permettent de collecter des informations sur l'utilisateur du téléphone et les envoyer en Chine ou ailleurs. Donc on ne peut pas non plus avoir une entière confiance à ce qu'on appelle le hardware du téléphone mobile, parce que ce hardware n'est pas open source. On n'a pas la documentation complète de ce que font toutes ces petites puces qui sont dans votre téléphone mobile. Donc, que font-elles parfois? On n'en sait rien. Mais ça, généralement, ce sont des fonctionnalités qui sont utilisées par des États pour pouvoir surveiller les personnes qui utilisent des téléphones mobiles. Donc, je le répète, si votre adversaire, ce sont les GAFAM, vous allez les mettre en échec en utilisant d'autres OS que ceux qui sont préinstallés, mais pas les États. Vous ne les mettrez pas en échec.
Donc maintenant que nous avons vu les OS, je vous propose de voir un petit peu les applications que l'on peut installer, qui peuvent vous aider une fois que vous avez changé votre OS. Alors la première chose que vous devriez installer, eh bien, c'est le store F-Droid, qui va vous permettre d'installer beaucoup d'applications qui sont open source. Et toutes les applications que je vous montre ici dans cette liste sont des applications qui sont sur le store F-Droid. Je mettrai le lien de F-Droid dans la description de la vidéo. La première chose que vous pouvez installer, en particulier si vous voulez continuer d'installer des applications qui se trouvent sur le Google Play Store, c'est Aurora Store. Aurora Store va vous permettre de vous connecter au Google Play Store, mais de façon anonyme, et pouvoir installer donc des applications qui se trouvent sur le Google Play Store. Ensuite, vous avez l'application Silence, qui va vous permettre de faire des SMS, mais de façon sécurisée. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce qu'on appelle un échange de clés entre deux personnes. C'est très facile à faire avec Silence, puisque vous avez juste à appuyer sur un petit cadenas. Et cela va vous permettre d'envoyer des SMS avec une personne, et ça de façon totalement décentralisée. Des SMS qui seront chiffrés, et donc qui ne pourront pas être interceptés par votre opérateur. Et qui ne pourront pas non plus être interceptés par la carte SIM, au passage. Donc Silence est intéressant pour ça, et personnellement je préfère Silence à Signal par exemple. Personnellement, moi je déconseille d'utiliser l'application comme Signal ou Telegram. Alors WhatsApp bien sûr, évidemment, je le déconseille puisque c'est Facebook. Mais bien souvent, je pense que Signal et Telegram sont beaucoup trop mis en avant, alors qu'en fait je pense qu'ils ne sont pas si sécurisés qu'on le dit. Enfin, ils sont sécurisés, mais j'ai des petits doutes, en particulier sur Signal concernant leur serveur. Mais bon, chacun juge ça comme il veut. Donc moi j'ai une préférence pour Silence, plutôt qu'utiliser Signal par exemple pour les SMS, ce qui est possible. Si vous voulez une application aussi décentralisée très intéressante, c'est Element. Element qui utilise donc le réseau Matrix. Vous avez également Briar, qui est très intéressant aussi, dont je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps. Privacy Cell, dont je vous ai parlé tout à l'heure concernant le 4G, 5G. Vous avez Exodus, qui est une application qui va vous permettre de voir à quel point les autres applications qui sont installées sur votre téléphone mobile vous traquent, en fait. C'est-à-dire que ça va vous montrer tous les trackers, toute la télémétrie que fait chaque application qui sont installées sur votre téléphone mobile. Donc très intéressant Exodus, parce que bien souvent, même des applications open source, on pense qu'elles n'ont pas de tracker, et vous verrez que certaines en ont. Vous avez EDS Lite, que je vous avais présenté également, qui est une application permettant de faire des conteneurs chiffrés sur un téléphone mobile. Vous avez KeePassDX, qui permet donc de stocker vos mots de passe de façon sécurisée. Vous avez FreeOTP, pour tout ce qui est de l'authentification à 2 facteurs. Alors il y a d'autres applications d'OTP qui existent sur F-Droid. Vous en trouverez d'autres qui sont très bien aussi, mais j'ai une préférence pour FreeOTP, en particulier FreeOTP+, parce qu'il y a une petite fonctionnalité qui permet de sauvegarder justement les identifiants OTP. Alors c'est à double tranchant, c'est un peu risqué, parce que si vous laissez traîner votre sauvegarde n'importe où, forcément quelqu'un d'autre aura tous vos identifiants OTP. Donc c'est à utiliser avec beaucoup de précautions. Ensuite vous avez NewPipe, pour ceux qui aiment particulièrement YouTube, très bonne application. Vous avez CryptoCam que je vous avais présenté, qui permet donc de faire des vidéos chiffrées sur votre téléphone mobile. Vous avez bien sûr le Tor Browser qui existe pour téléphone mobile. Vous avez aussi comme très bon navigateur sur téléphone mobile Brave. Un autre que je peux citer d'ailleurs, que je n'ai pas mis ici, mais c'est Firefox Focus, qui est très bien aussi. Pour les emails, vous avez K9, ou K9 si vous préférez, Mail, qui est très bien, très simple, une application très simple pour les emails, mais franchement qui fait le job. Donc personnellement je l'utilise tous les jours et j'aime beaucoup cette application, très rapide. Pour ceux qui veulent faire de la crypto-monnaie, vous avez Unstoppable Wallet. Alors là il est en 2 mots, mais en fait c'est un seul mot, c'est Unstoppable Wallet, donc pour ceux qui sont dans la crypto-monnaie, le Bitcoin. Vous avez IYPS, qui en fait veut dire Is Your Password Strong? C'est une petite application sympathique qui permet de savoir si le mot de passe que vous avez décidé de mettre par exemple sur un site internet est suffisamment fort. Ça va calculer en fait le temps qu'il faudrait pour casser votre mot de passe si quelqu'un essayait de faire une tentative
de vol de mot de passe par brute force attack, ce qu'on appelle. Donc c'est une petite application très sympa à utiliser, parce que bien souvent on pense qu'on a un super mot de passe qui est très très fort, et en fait on se rend compte que non, il n'est pas si fort que ça, et qu'il peut être facilement deviné. Ensuite vous avez Davix 5, qui permet entre autres de synchroniser tout ce qui est contact et calendrier. Si vous avez utilisé par exemple les services de Google et que vous avez un calendrier sur Google, eh bien, vous pouvez utiliser Davix avec le protocole CalDAV qui va vous permettre de récupérer ce qu'il y a de synchroniser ce qu'il y a sur votre calendrier Google, entre autres en utilisant par exemple l'application que j'ai juste en dessous, Etar, qui est une application de calendrier qui va vous permettre donc de gérer votre calendrier si vous en avez un par exemple sur Google. Vous avez Tusky qui permet d'aller sur Mastodon. Vous avez Session qui permet donc de chatter de façon sécurisée. Hein, c'est un petit peu comme Element, mais ça utilise plutôt un réseau qui s'appelle Lokinet. Et puis vous avez Scrambled EXIF qui permet de supprimer les métadatas de vos fichiers. Entre autres, par exemple, si vous envoyez une photo par email à quelqu'un, vous pouvez d'abord passer par Scrambled EXIF qui va enlever toutes les métadatas qui sont dans votre photo, c'est-à-dire les informations de type à quelle heure ça a été pris, la localisation de la photo, etc., etc., avant que cette photo soit mise en pièce jointe dans l'email. Donc ça, c'est une liste non exhaustive des petites applications qui peuvent vous aider à avoir une communication plus sécurisée et des habitudes plus sécurisées sur votre téléphone mobile. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais vous comprenez bien que je ne peux pas tout vous présenter ici en une seule vidéo. On y passerait la journée. Ensuite, eh bien, quelques conseils sur simplement ce que vous faites avec votre téléphone mobile lorsque vous vous déplacez avec. Parce que votre téléphone mobile, il est tout le temps soit dans votre sac, soit dans votre poche. Vous vous déplacez avec partout où vous allez. Eh bien, il serait bien d'avoir quelques petits réflexes qui vous permettront de limiter également les dégâts sur les informations que vous allez donner à des tiers. Lorsque vous allez dans un lieu entre guillemets privé, c'est-à-dire un lieu où vous faites quelque chose qui est beaucoup plus privé que simplement aller à la boulangerie et acheter une baguette de pain, et des lieux comme par exemple un lieu de manifestation, vous participez à une manifestation, eh bien il vaudrait mieux qu'on ne collecte pas l'information sur vous pour savoir que vous étiez dans cette manifestation. Et le téléphone mobile est une façon très facile de savoir que vous étiez dans la manifestation. Ou un lieu de culte, personne n'est censé savoir quelle est votre religion. Ou un hôpital. Si vous avez l'habitude d'aller par exemple dans un hôpital où on fait de l'oncologie, c'est-à-dire que peut-être vous avez un problème de santé, entre autres un cancer, eh bien si vous allez régulièrement dans cet hôpital, on va facilement deviner avec votre smartphone que vous avez un problème de santé, et si c'est un hôpital oncologique, on va savoir que vous avez un cancer. Vous n'êtes pas obligé de diffuser ça à la terre entière. Donc également tout ce qui est réunion politique, hein, vos préférences politiques ne regardent personne. Ou encore des réunions entre guillemets d'activistes. Hein. Alors, activiste, c'est large, hein. Ça peut être dans le domaine de l'écologie, aussi dans le domaine de la politique, etc. Il faut essayer au maximum de ne pas diffuser des informations comme ça qui sont particulièrement privées, mais qui sont aussi particulièrement croustillantes, ces informations, pour ceux qui veulent les collecter. Hein. Ce sont, je ne l'ai pas non plus ici rajouté, mais l'orientation sexuelle aussi, quelque chose qui intéresse beaucoup tous les hommes politiques et toutes les agences de renseignement. Donc, toutes ces choses-là, vous devez faire attention parce que votre téléphone peut révéler toutes ces choses-là lorsque vous vous baladez avec dans des lieux particuliers qui peuvent révéler vos orientations politiques, sexuelles, vos problèmes de santé, etc. Donc, pour éviter ce genre de dégâts, lorsque vous savez que vous allez devoir vous déplacer dans ces endroits-là, ce qui est bien, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des sacs ou des pochettes Faraday. Ça s'achète sur Internet très facilement. Et donc, eh bien, avant d'aller par exemple dans une manifestation, vous prenez votre téléphone, vous la mettez dans votre pochette Faraday, hop, vous fermez et votre téléphone ne peut plus communiquer avec l'extérieur. Et là, je vous conseille d'ailleurs de le faire avant de partir de chez vous, hein, de façon à ce qu'on ne voit pas non plus le trajet que vous avez pris pour aller à un endroit. Vous participez à la manifestation, vous rentrez chez vous, et une fois que vous êtes rentré chez vous, vous sortez le téléphone de la poche à Faraday. Et si vous n'avez pas de poche à Faraday, que vous êtes, je sais pas, dans un endroit où soudainement, zut, il faut absolument que je coupe mon téléphone ou que je l'empêche de communiquer, ben, il y a quelque chose qui marche très très bien, c'est le papier d'aluminium. Vous enveloppez votre téléphone dans du papier d'aluminium et le tour est joué. Et si vous voulez vérifier que le papier d'aluminium que vous avez pris fonctionne bien, demandez simplement à quelqu'un de tenter de vous appeler une fois que vous avez mis le papier d'aluminium au téléphone. Si votre téléphone ne sonne pas, c'est que le papier d'aluminium fonctionne. Voilà, c'est tout simple, mais ça fonctionne. Et le plus vous rendrez muet votre téléphone
dans des endroits qui sont entre guillemets privés, le mieux vous protégerez votre vie privée. Ça peut paraître extrême et ça peut paraître paranoïaque, mais sachez bien que ceux qui collectent des données sur vous n'attendent qu'une chose, c'est que vous ne soyez pas paranoïaque et que vous vous sentiez parfaitement détendu avec vos smartphones et que vous ne vous rendiez compte de rien. Enfin, et pour terminer cette vidéo qui était un peu longue, j'aimerais terminer sur une citation d'Edward Snowden qui a dit ceci: « Dire que l'on se moque du droit à la vie privée parce qu'on n'a rien à cacher, ça revient à dire que l'on se fiche de la liberté d'expression parce qu'on n'a rien à dire. Prenez soin de vous, soyez vigilants, car plus que jamais, votre vie privée doit être protégée. » Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.